On démarre, voilà, bienvenue à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis psychologue, je suis installée en libéral et j'anime comme ça des petites conférences, je suis formatrice, je fais des chroniques radio, en plus de la psychothérapie. Donc je propose ces petits temps d'échange et puis on va dire d'information pour vulgariser la psychologie sur différents thèmes. Donc là j'ai proposé à Ghislain, Monsieur Ferret, qui est paysan et conteur. Et donc voilà, j'ai très envie qu'il m'honore de sa présence, donc ce qui est fait. Mais là je vais mettre le stress. Oui. Et donc en fait on vous propose un petit peu des contes. Alors c'est des récits de vie, c'est pas des contes pour enfants, c'est des contes pour adultes. Et puis moi j'illustrerai, ou si vous avez des questions autour de ça, à quoi ça sert les contes. C'est assez intéressant, enfin je vous en parlerai un petit peu après si vous avez des questions. Et est-ce que ça vous a inspiré? Enfin bon, l'idée c'est que ce soit interactif, c'est pas comme si on était dans un amphi avec un cours, etc. Donc voilà, alors je laisse Monsieur Ferret se présenter. Alors en matière de présentation, je suis pas sûr de mériter le titre de paysan. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Je me décris plutôt, enfin je me présenterai plutôt comme un homme de la terre, ça nous rapproche puisque vous en êtes aussi. Et puis j'élève des bovins sur le marais de la Dive, dans le Calvados. C'est ma principale production. Et bon, je pourrais être très brillant à l'école, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui fait que quand je me suis mis dans ma profession, il fallait se former, aller à des stages pour rester un peu dans le coup, pour être au courant d'un peu ce qui se faisait. Et je m'étais trouvé à aller faire un stage organisé par un centre de gestion qui s'appelait Aide prospective à l'analyse stratégique. Alors j'ai rien compris au stage, j'ai pas compris pourquoi qu'on pouvait mettre un titre pareil à un stage comme ça. Toujours est-il que je l'ai fait. Puis j'aimais bien les stages, pas pour ce que j'y apprenais, mais ça me permettait de rencontrer du monde. Et puis, parce que moi, sur une ferme, je travaille tout seul, et c'est vrai que je vois pas grand monde. Donc du coup, c'était une occasion. J'avais donc fait ce stage-là, peut-être 2 ans auparavant, et puis je disais à ma femme, je referais bien un stage. Puis ma femme lit le journal, et puis elle voit « Stage sur l'art de compter ». Alors moi j'ai compris c'est OMPTER, je me dis c'est bizarre quand même qu'avec un nom aussi pompeux la première fois, on se trouve avec un nom aussi basique la deuxième. Puis il y a ma femme qui me dit mais non, compter c'est OMTER, compter des histoires. Et puis devant l'ambiguïté de l'interprétation, je me suis dit tiens je le ferais bien. Et en fait j'ai jamais quitté le truc, quoi. C'est que je suis... Alors c'est un peu comme ça que je suis arrivé dans le conte. Ça a été un déclic, je vais presque dire. Et puis après, pour prendre la parole, je manquais quand même un peu d'assurance. Alors je me suis dit, en tant qu'agriculteur, il y a tout un tas d'expressions qui conviennent pour nous guider. Alors il y en avait une, ça s'appelait, qui dit les bons comptes font les bons amis. Alors je disais, avec ça, normalement, c'est bon, je peux partir. Puis il y en a une autre qui dit, oui, mais quand on aime, on compte pas. Alors je dis, non, ça me coupait les pattes, celle-là, forcément. Alors il y en a une autre qui dit, toute histoire contient une vérité. Bah oui, mais il y en a une autre qui coupait les pattes et puis qui disait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Finalement, je me suis dit, il faut que je le fasse quand même. Alors là, je pourrais vous expliquer ou vous dire à quoi ressemble une histoire. Alors, parce qu'une histoire, vous savez tous ce que c'est, mais savez-vous à quoi ça ressemble? Alors je vais vous donner une piste. C'est un texte poétique d'origine sud-américaine. Les histoires, c'est comme des formes lumineuses, de couleurs différentes selon qu'elles sont vieilles ou jeunes, passagères ou durables. Parfois des oiseaux les portent, parfois des feuilles mortes, parfois elles voyagent simplement dans le bruit du vent.
Elle vole au-dessus des villages. Quand l'une d'elles repère un homme qui lui plaît, elle vient se percher sur son épaule et elle essaie de le séduire. L'homme la chasse ou la raconte. S'il la chasse, elle s'en va. Elle s'inquiète. Elle erre ça et là. Elle est en danger de se perdre. S'il la raconte, il croit qu'il invente ou qu'il se souvient. En vérité, c'est elle qui parle par sa bouche. Et quand elle a fini, elle laisse sa trace en lui comme l'ont fait tous les êtres qui ont croisé sa route avant elle. Et elle s'en va vers d'autres villages. Sans la force que nous leur donnons, elle se défraie dans le ciel comme des fumées. C'est mon avis sur ce à quoi peut ressembler une histoire. Après, on est indécis sur laquelle va nous séduire ou nous a séduite. Là, en l'occurrence, je pourrais parler de la bouivre. La bouivre, parce que la bouivre, c'est un animal qu'on dit fabuleux, qu'on dit donc imaginaire. Et puis moi, je peux vous en parler parce que, comme d'une réalité. Parce que dans la famille, on n'est pas des menteurs. Je tiens ça de mon grand-père. J'en tiens l'existence de mon grand-père, qui lui la tenait de son grand-père. Qui lui la tenait de son grand-père. Parce qu'on sait que toutes les vérités se transmettent de bouche de grand-père à oreille de petit-fils. Mais le dernier de la lignée avait rencontré Barbereau. Et Barbereau, lui, c'est lui qui l'avait vu, le dernier sous la forme que je vais vous décrire. C'est donc un immense serpent d'une dizaine de mètres de long qui a le corps entièrement recouvert d'écailles, un peu comme les croisés, les soldats croisés dans le temps. Elle a une gueule monstrueuse qui est capable de jeter un jet de flamme à une dizaine de mètres. Quand Barbereau l'a vu, il n'y croyait pas. Barbereau, il faut dire que le contexte n'était pas favorable pour lui. Barbereau, ça allait mal, on pourrait dire, pourquoi? Il était amoureux. Il était amoureux. Normalement, quand on est amoureux, tout va bien. Oui, manque de peau. C'était un pauvre. Et puis, quand il avait rencontré le mari, eh ben, elle était issue d'une famille qui avait de l'argent. Et puis, quand la mère du Barbereau a voulu aller faire la demande de mariage, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se pensait, le père Lucas, le père de la Marie, il a dit, mais pas de fille s'il n'y a pas d'argent. Et depuis ce refus, le Barbereau, ça n'allait pas. Barbereau, il travaillait dans les campagnes et il était parti faire de la clôture. Il avait travaillé jusqu'au soir et quand il est voulu revenir, il s'est dit, je vais passer relever des uns. Des uns, c'est des lignes de fond qu'on met dans les étangs pour attraper pendant qu'on travaille tout ce qui est poisson illégal. Quand il est repassé au-dessus de l'étang de la Baronne, il a bien vu que le contexte était très différent. Il entendait comme des grands bruissements d'eau qui jaillissaient comme ça, et il se demandait ce qu'il pouvait faire ça. Il s'est approché de l'étang, et au travers des roseaux, il l'a vu, la vouivre. Il l'a vu. Et c'est là qu'il s'est souvenu, parce qu'il n'y croyait pas. Là, c'était vraiment une révélation. Il en avait entendu parler dans toutes les veillées de son enfance, et à l'époque, il croyait vraiment que c'était des histoires pour endormir, pour faire peur aux gamins. D'ailleurs, il s'en servait pour faire peur aux tout petits. Quand il a été adolescent, il s'en servait pour faire peur aux filles de cette histoire-là. Et là, il se trouvait en face d'une réalité. La vouivre était en train de plonger, ressortir de l'étang. Et de temps en temps, elle jetait un gelé de flamme qui éclairait tout autour.
Et on lui avait dit aussi, c'est des choses qui lui revenaient, parce que comme il n'y avait pas porté de crédit, il y avait plein de choses qui étaient parties. On lui avait dit aussi que cet animal régnait sur un peuple de serpents. Et là, un détail, il a tout de suite ramené le sourire. On lui avait dit dans son enfance que la vouivre avait un œil unique, un énorme rubis, et quand elle enlevait cet œil pour le poser, pour se baigner, elle posait sur la berge à la garde des serpents. Et ça, il s'est dit, la Marie, j'ai ma chance. Il s'est mis à ramper autour de la berge pour essayer de voir s'il apercevait le rubis en question. Et à fin de force d'écarter les roseaux, il a aperçu le rubis. Et pour garder le rubis, une malheureuse vipère de rien du tout, qui, sûre de ne pas avoir grand-chose à faire, s'était endormie. Il a assuré sa masse, et d'un violent coup de masse, la vie de la vipère était réglée. Il s'est emparé du rubis, il l'a mis sous sa chemise comme ça, et il s'est mis à partir, persuadé que de toute façon, en train de s'ébattre comme elle était dans les temps, il n'y avait aucune chance qu'elle s'aperçoive de quelque chose. Il courait déjà depuis longtemps, quand tout d'un coup, il y a un sifflement qui a commencé à se faire entendre. Le sifflement devenait de plus en plus fort. Et puis le rubis, de froid qu'il était, il commençait à tiédir, Et là, il a commencé à se rendre compte que la vouivre était à ses trousses. Et là, il courait, mais d'abord, on dit que la peur donne des ailes. Mais là, il ne courait plus, il volait. Il survolait les clôtures, il enjambait les haies. C'était... La panique était en train de s'emparer de lui. Tout d'un coup, il y a des serpents qui sont sortis des fourrés. Il y en a un qui s'est entouré autour de sa cheville, il y en a un qui l'a mordu au talon. Et puis là, le sifflement est devenu tellement fort, il se rendait compte que la vouivre le talonnait. Et c'est là, quand il a vu un buisson s'enflammer sous le jet de flamme de la vouivre, qu'il s'est vu perdu. Il a lâché le rubis. Il a lâché le rubis et il a continué à courir. Le sifflement s'est baissé et a disparu complètement. Il est arrivé chez lui hors d'haleine. Sa mère, quand elle l'a vu dans cet état-là, elle a tout de suite été chercher le forgeron, parce que les forgerons, ils sont tous guérisseurs, tout le monde sait ça. Alors là, sur la blessure, sur la brûlure, comme sur la morsure de la vipère, ils se sont mis à faire des cataplasmes, le forgeron, des cataplasmes avec... alors là, la recette, je vous la donne pour ce qui m'en reste, mais il faudrait contrôler. Hein. Il y avait de la limoille de fer avec des feuilles de bardane, du lait caillé, je ne me rappelle plus trop. Enfin, un tas de détails que je pourrais pas, culinaire, que je pourrais peut-être mieux voir en dessous pour ça. Et puis, ben, finalement, le père Lucas, quand il a appris ce que le Barbero avait été capable de faire pour épouser sa fille, eh ben, il a accordé la main de sa fille sans argent. Et il a bien fait, parce que Barbero, c'était un gars avisé, un gars travailleur, et il a rudement bien su faire valoir les terres de son beau-père. Alors là, c'est pas ce que j'appellerais un conte. Enfin, il y en a un dedans, mais c'est plus une réflexion presque philosophique sur mon métier. C'est d'ailleurs là où j'ai mis un bémol quand on parle de paysans. Parce qu'il m'est arrivé sur ma ferme qu'un jour, on est venu, tout le monde, puis c'est vrai que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, s'est fait traiter. J'aime bien le mot.
j'aime bien le mot, parce que c'est le mot que les enfants emploient dans les cours de récréation. Et puis quand il dit « Monsieur, il m'a traité de... » Et puis 5 minutes après, les gamins ils jouent ensemble. Il n'y a pas de rancune là-dedans. Donc du coup, quand on s'est tous fait traiter, soit parce qu'on a brûlé un feu rouge, on a refusé une priorité, quelquefois on n'a pas entendu, mais le gars nous a quand même bien traité de con. Donc du coup, c'est un mot qui me plaît, et un jour je me suis fait traiter de chef d'entreprise. Et là, franchement, ça m'a sonné. Ça m'a sonné parce qu'en plus, le gars est venu chez moi, il était probablement pour me prendre quelque chose. Et puis on a discuté un peu, et il m'a dit, mais oui, monsieur Ferret, vous êtes un chef d'entreprise. Moi, je ne comprenais pas, parce que je voulais pas, moi, j'avais jamais fait... D'abord, j'avais pas travaillé à l'école pour devenir ça, et puis en plus, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était le métier de mon père. Puis le métier de mon père, c'était pas ça. Le métier de mon père, il était cultivateur. Cultivateur. Puis ça, je m'en rappelle bien, parce que quand on avait 6-7 ans, puis qu'il était à son bureau, on s'installait sur ses genoux, on ouvrait le tiroir, on prenait le tampon, dessus c'était bien marqué Raymond Ferret, cultivateur-éleveur à Villerville. Alors nous, forcément, tout gamin qu'on était, on prenait le tampon, puis on tamponnait tout ce qu'on trouvait, forcément, c'était logique. Mais du coup, moi, j'ai pas compris comment j'avais pu devenir un chef d'entreprise. Puis quand on comprend pas quelque chose, j'ai pas beaucoup étudié, mais mon maître d'école m'avait dit, faut repartir au départ. Bon, alors je me suis exécuté. Les premiers à avoir travaillé la terre, c'est les serfs. Les serfs étaient les prisonniers de seigneurs. Puis, ça avait une problématique, c'est qu'on ne pouvait pas les localiser. Et puis, à l'époque, ce qui faisait la richesse d'un roi, ben, c'était sa population. Donc, de serfs, on en a fait des paysans. Des paysans, c'était pour les localiser. Ils étaient sur un pays donné. Et preuve en est, en 1860, quand Napoléon III a soutenu l'Italie face à l'Autriche, les agriculteurs des Alpes-Maritimes et de Savoie, qui étaient italiens, sont devenus français. En 1870, les agriculteurs lorrains et alsaciens sont devenus allemands pendant presque 50 ans. On avait donc bien localisé le travailleur de la terre. C'était aussi un sans-pays. C'est ça que je voulais dire quand je vous parlais de changement de nationalité. Le paysan était un sans-pays, c'est-à-dire qu'il était capable de cultiver et d'aimer la terre qu'il portait et qu'il respectait. C'était sa fonction. Puis un jour, Montesquieu, il a dit, moi j'aime bien les paysans, ils ne savent pas raisonner de travers. Alors c'est pour lui, mais à côté de ça, c'est d'autres qui ont dû s'en apercevoir. Et puis au fil du temps, le paysan est devenu un cultivateur. C'est-à-dire qu'il pouvait cultiver sa terre et se cultiver l'esprit. C'était un élargissement de ses possibilités. Mais en même temps, la terre que le paysan travaillait, c'est devenu une ferme. C'est-à-dire, cultive-toi si tu veux, mais il ne faut pas que ça en sorte. D'abord, il y en a qui ont eu le culot, il faut déjà être doué, de créer les fermes ouvertes. C'est-à-dire qu'on contrôlait ce qui s'y faisait avant de les ouvrir. Le temps a passé, et je ne suis jamais devenu un cultivateur. Parce que dans les époques où j'aurais pu le devenir, le cultivateur, c'était type parce que c'était trop dangereux, on l'a ramené à un côté agraire. C'est redevenu un agriculteur. Occupe-toi de ta terre. Réfléchis pas trop. Et dans le même temps, la ferme que le cultivateur avait le droit d'exploiter, c'est devenu une exploitation agricole.
Aujourd'hui, on exploite tout. La misère, la pauvreté, la naïveté, tout s'exploite. Et là, d'un seul coup, je gênais personne, j'étais chez moi, le gars il vient me dire que j'étais un chef d'entreprise. Alors j'avais déjà accepté de plus être cultivateur, j'étais devenu agriculteur, et tout d'un coup on venait me dire chez moi que j'étais un chef d'entreprise. Un chef, moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Alors, je vais mettre à commander ma femme, mais elle ne supporterait pas. Donc, du coup, j'avais plus qu'une chose à dire. Ben, Ghislain, tu vas aller labourer. Ghislain, tu vas aller faire ceci. Ça va faire bizarre. Puis, j'ai peur que ma femme, ça lui fasse drôle. Donc, du coup, je ne comprenais pas. Quand on me dit chef d'entreprise, mais pour prendre quoi? Entre quoi et qui? Entre qui et quoi? Non, je ne pouvais pas accepter de me faire appeler comme ça. Et surtout, j'arrivais toujours pas à comprendre comment qu'on avait pu en arriver là, puisque certains, parce que moi quand j'ai refusé l'appellation, le gars me dit mais si, si. Et puis je me suis rendu compte qu'il essayait de me flatter. Mais on sait bien que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc j'en étais là de cette question qui commençait à m'obséder et puis qui me tracassait. Alors ma femme qui voyait me voyait avec ma question puis qui ne savait pas quoi en faire, puisque moi je ne trouvais pas de réponse à cette question-là. Elle m'a dit bah, pose-la ta question. Bah, alors c'est ce que j'ai fait, j'ai posé la question. Et puis j'ai bien repensé qu'on entendait toujours dire ben, faut se pencher sur les questions. Là, je me penchais sur les questions. Mais je ne trouvais pas de réponse. Il y en a qui m'ont dit, mais faut faire le tour de la question. Alors j'ai fait le tour de la question. Et puis finalement, ne trouvant pas de réponse, je suis reparti à mes activités. J'étais dans l'atelier. Puis j'avise... en serrant un truc dans le dos, j'avise une planche. Puis je me dis, ben c'est ça. Je reviens auprès de ma question. On m'avait dit, il faut plancher sur la question. Je me ramène auprès de la question. Et là, je m'en suis même pas servi de la planche. Parce que je suis rentré dans une colère noire. La question se reposait. Alors moi, je partais travailler, puis il y a quelque chose que je supporte pas, moi, que les autres se reposent pendant que je travaille. J'ai compris à ce moment-là que j'étais parti sur une question beaucoup trop forte pour mon niveau d'études. Et je me suis dit, il faut que je me base sur une question beaucoup plus simple. Alors les questions, pour un gars qui s'en est jamais posé, il faut déjà les trouver. Et puis, ben, c'était l'époque où on triait encore. Et ma femme et moi, le matin, quand on partait, ma femme triait les vaches, moi je soignais les animaux, on prenait le café, et quand ça s'était fait, avant de repartir au champ, on rentrait déjeuner. Et à la maison, on avait un chat. Puis, le chat, il avait une vie de pacha. Ma femme rentrait, elle ne me faisait pas mon déjeuner, mais elle préparait la soupe du chat. Le chat mange sa soupe. Quand il a mangé sa soupe, il s'assoit au bout de la table et il s'endort. Il se met en boule, il s'endort. Moi j'étais jeune, avec ma femme, et tout d'un coup, sous l'évier, un bruit. Je tourne la tête. Bon. Mais le chat, lui, il avait entendu. Ça l'a réveillé. Il est descendu, il était auprès du rideau. Et quand le bruit s'est répété, il a bondi. Et puis il l'a tué. La souris qui était là, il l'a tué. Mais alors là, j'en suis resté, mais alors, impressionné. Je me suis dit, c'est incroyable. Ce chat qui était repu, qui dormait, qui trouve le moyen d'aller tuer cette malheureuse bête qui n'avait rien fait. Alors je me suis dit, je me suis dit, ça c'est une question pour moi. Et
Et là, c'était l'époque où j'arrivais dans les contes. Et il paraîtrait que cette histoire-là, ça viendrait du Togo, la haine du chat pour la souris. Ça viendrait du Togo parce qu'à l'époque, le chat et la souris étaient copains comme cochons. Ils s'entendaient très bien. Et un jour, il y avait un groupe de chats et un groupe de souris qui étaient en train de discuter, et il y en avait... Il disait, il y en avait un qui prétendait que le Togo était le pays le plus grand du monde. Et puis vous savez ce que c'est que les discussions, il y en a un qui est plus fort que l'autre, et tout voilà. Et puis finalement, ça finit par discuter, il y en a un qui dit, bah, puisque c'est ça, on va aller voir. Il y a un chat et une souris qui décident de partir d'un côté du Togo pour le traverser et être sûr de la dimension. Alors ils sont partis, ça marchait bien, et puis ils montent de brouille. Je ne sais pas ceux qui connaissent, le Togo, je sais pas, il y a un fleuve qui traverse le Monoharo dans le sens de la longueur. Alors le fleuve, le problème c'est que c'est de l'eau, puis le chat, puis l'eau, ça n'a jamais fait bon ménage. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas traverser, il a descendu d'abord un peu pour voir s'il ne trouvait pas un pont. Ils ont remonté pour voir s'ils n'ont pas trouvé, ils ont remonté. Et puis il y a la petite souris qui dit, bah, de toute façon on ne peut pas s'arrêter là, on a dit qu'on traversait, on traverse. Alors la petite souris dit, bah écoute, on va faire une chose, on va creuser un igname, ça va nous faire une embarcation, et on va traverser. Alors chose dite, chose faite, ils creusent l'igname, puis quand ça a été de taille suffisante, ils le mettent à l'eau, et les voilà partis. Mais c'est que le Monoharo, il est grand, et puis le chat, au bout d'un moment, il dit à la petite souris, j'ai faim. J'ai faim. La petite souris dit, bah écoute, tu fais une chose, tu t'endors. Quand on s'endort, on oublie qu'on a faim. Alors le chat, il s'endort. Et puis pendant ce temps, la petite souris, elle remuait le fond de l'igname. Puis quand le chat, il a entendu, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce bruit-là? C'est rien, c'est mon nez quand je dors. Rendors-toi. Alors le chat, il se rendort, puis la petite souris, qui avait faim aussi, elle regrignote. Et puis, ben, ce qui devait arriver arriva. L'eau se mit à monter dans l'igname. Et ça a réveillé le chat. Se voyant trahi, ben, les deux ont péri. L'une croquée, l'autre noyée. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais c'était plein de poissons. Ils ont descendu le fleuve. Ils ont traversé les océans. Ils ont remonté tous les cours d'eau sur la terre. Et aujourd'hui, ça explique ce qui s'est passé dans ma maison entre mon chat et cette malheureuse souris. Alors là, j'étais content, j'avais enfin trouvé une réponse à une question, puis il paraît que faut se contenter des réponses qu'on trouve. Donc du coup, celle-là, je l'avais trouvée, j'étais fier de moi, mais pour l'autre, j'ai toujours rien trouvé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça me rend super heureux quand on me traite de paysan. Je prends pas mon pied parce que je suis plus assez souple, j'ai peur de tomber. Je monte pas sur mon nuage non plus, parce que le nuage c'est dans le ciel. Puis on m'a dit que là-haut aussi il y avait des questions. Oui, des questions existentielles. Bon, merci beaucoup.